Bonjour tout le monde et bienvenue à notre présentation, notre webinaire provincial sur la stigmatisation et les jeux de hasard. Mon nom c'est Nick, puis moi je suis situé à Ottawa en tant qu'intervenant auprès des jeunes pour le programme de sensibilisation aux jeux de hasard chez les jeunes. Puis on va commencer brièvement, mais on veut juste faire quelques introductions. Donc, Maëlys, je vais te donner la chance de t'introduire aussi aux participants qui sont en train de nous rejoindre. Puis je pense qu'il y en a quand même d'autres qui vont s'ajouter au groupe. Mais pour l'instant, on veut juste commencer avec les introductions. Pendant que Maëlys s'introduit aussi, si vous pouvez, en tant que participant, juste écrire dans la boîte de chat c'est de où vous êtes en train de nous rejoindre aujourd'hui. Vous êtes situé où à travers la province ou le pays? Où est-ce que vous êtes en train de vous rejoindre d'aujourd'hui? Bonjour à tous, moi je suis Maëlys, je suis aussi intervenante jeunesse dans la région de Toronto. Parfait. Donc, pendant que les personnes sont en train de nous rejoindre aussi, je vais juste commencer à expliquer un peu plus à propos de notre programme, à propos de qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la présentation. Donc, juste comme explication au début, j'aimerais juste situer en disant que notre présentation, ça va être neutre par rapport au jeu de hasard, juste comme notre programme. On n'essaie pas de convaincre les personnes de ne jamais participer ou c'est quelque chose de mauvais à faire, mais on veut juste faire certain qu'on présente les informations avec un point de vue équilibré. De même, on discute à propos des positifs, les négatifs. Par la suite, vous serez capable de faire la meilleure décision pour vous autres ou vous êtes capable d'avoir ces types de conversations-là avec les jeunes si jamais c'est quelque chose qui s'aborde dans une conversation. On veut aussi partager plusieurs stratégies de réduction des méfaits, donc des manières de réduire certaines conséquences, de réduire certains risques, soit en plaçant des limites d'argent, des limites de temps, comment être occupé avec d'autres activités aussi, toutes des méthodes de réduire certains risques associés avec les jeux de hasard. Mais avec le sujet d'aujourd'hui, étant donné la stigmatisation et les jeux de hasard, on va commencer à définir c'est quoi la stigmatisation, c'est quoi le processus de sa création. On va aussi découvrir comment ça peut avoir un impact sur la vie des personnes qui ont peut-être des problèmes de jeu, des problèmes de toxicomanie ou même des difficultés de santé mentale. On va essayer de dissiper les fausses idées sur la maladie mentale, donc les troubles liés à la consommation, les troubles de jeu, la dépression, l'anxiété. On va vraiment toucher sur tous ces sujets-là. Puis on va discuter ensemble des moyens de réduire la stigmatisation. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant qu'individu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en tant d'intervenant auprès des jeunes? Puis on va aussi partager des différentes ressources, des différents services de soutien qui peuvent vous aider si jamais vous avez des troubles, soit dans des troubles de jeu ou avec des troubles liés à la consommation ou même les troubles avec la santé mentale. Mais juste pour commencer, on va faire quelques définitions de c'est quoi le jeu de hasard, c'est quoi quelques exemples. Donc, si vous voulez, vous pouvez placer des exemples dans la boîte de chat. On va être capable de répondre à travers. Mais c'est quoi des jeux de hasard qui sont très répandus, que vous êtes au courant, que vous savez c'est quoi? Pendant que vous êtes en train de l'écrire, je vais juste partager quelques-uns, comme les jeux de casino, les paris sportifs qui sont quand même assez communs aujourd'hui, les jeux de cartes aussi, beaucoup de jeux de dés, ainsi que les billets de loterie, les billets à gratter. Il y a aussi le bingo, que peut-être on ne considère pas tout le temps comme un jeu d'hasard, mais on doit payer pour une carte bingo. Puis on n'est pas 100% sûr que ça va être la carte gagnante. Les courses de chevaux aussi, c'est un exemple, ainsi que les jeux de hasard ou les jeux d'argent en ligne. Donc, n'importe quoi qui est sur l'Internet, sur des différentes applications mobiles. Puis, dans chacun d'entre eux, il va toujours avoir quelque chose qui est parié, soit de l'argent ou pour les jeux de casino, les jeux de cartes, il y a peut-être une différente représentation de monnaie qui va être peut-être les jetons de poker ou les jetons de casino qu'on voit assez fréquemment. Chacun de ces jeux-là, chacun de ces activités est basé sur la chance. C'est basé sur le hasard. On n'est pas garanti de gagner quelque chose, mais des fois, les prix peuvent être encore plus d'argent. Peut-être qu'ils vont offrir des automobiles dans les billets à gratter ou les billets à loterie. Peut-être aussi des vacances toutes payées. Tous des exemples de ce qu'on pourrait gagner si on participe à certains jeux de hasard. Il y a aussi des exemples non conventionnels qui viennent peut-être pas à l'esprit directement quand on discute les jeux d'hasard, mais il y a plusieurs exemples comme les billets à tombola. Donc,
les tirages au sort, les choses comme ça, où on doit s'acheter un billet, puis on se donne une chance de gagner un prix ou gagner de l'argent par la suite. Il y a aussi les sports fantasy, donc les Fantasy Football Leagues ou les sports fantasy quotidiens ou hebdomadaires. Tu pourrais aussi parier sur un défi avec des amis. Donc, les trois que je viens de nommer sont peut-être plus accessibles pour les jeunes. Même chose pour le prochain, qui va être risqué de la monnaie virtuelle pour ouvrir des paquets de cartes ou des coffres en jeu dans un jeu vidéo. Les coffres en jeu, puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, ça va être des loot box qu'on peut retrouver dans nos jeux vidéo, où ce qu'on va payer, évidemment, avec de la monnaie virtuelle pour se donner une chance de gagner un nouveau personnage, un nouvel équipement dans notre jeu vidéo favori, peut-être une nouvelle peau, qui est directement quelque chose qu'on peut parier aussi. Il y a aussi le fait de jouer aux machines à griffes dans les salles d'arcade, vu qu'on doit risquer quelque chose de valeur, soit un jeton ou un crédit, peut-être $1, pour se donner une seule chance de gagner un des prix dans la machine à griffes. Puis c'est ça qu'on a comme définition. C'est lorsque vous risquez quelque chose de valeur sans savoir si on va gagner ou perdre. Donc, il y a tout le temps l'élément, comme qu'on avait vu dans les derniers exemples, de quelque chose qui est parié. Donc, quelque chose qu'on doit risquer. Ça peut être de l'argent, ça peut être une représentation de monnaie, ça peut être n'importe quoi de valeur. Donc, des bijoux, des boucles d'oreilles, excuse-moi, des colliers, des bracelets, n'importe quoi qui a une valeur. Puis là, on va le risquer juste pour se donner une chance de gagner quelque chose d'autre. Mais c'est possible aussi qu'on va perdre l'objet de valeur qu'on a risqué au début. C'est pas garanti qu'on va finir avec une victoire. Donc, c'est juste quelque chose qui est vraiment important à considérer. La définition, ça fait en sorte que beaucoup de personnes de tous les différents âges peuvent participer ou ne peuvent pas. C'est censé être une forme de divertissement avec toutes les différentes activités qu'on vient de mentionner. Il y a des différents niveaux d'accès. Donc, pour les jeux de casino, évidemment, c'est pour les personnes 19 ans ou plus, mais les autres jeux qu'on avait mentionnés, les tirages au sort, le bingo aussi, même juste faire les défis avec son ami, ça, c'est quelque chose qui est disponible pour les jeunes. Maintenant, la prochaine question que j'aimerais que vous partagiez aussi, ça serait pourquoi est-ce que les gens jouent aux jeux de hasard? Peut-être que vous pouvez donner quelques exemples dans la boîte de chat. On va être capable de donner des réponses aussi au travail. Mais Mélie, c'est sûr que vous êtes en train d'engager avec les participants. Mais s'il te plaît, juste placer vos réponses ou quelques exemples de pourquoi les gens vont jouer aux jeux de hasard dans la boîte de chat. Puis je vais commencer à révéler quelques réponses. Donc, on a évidemment celui qu'on a mentionné sur la dernière diapositive. Ce serait juste pour s'amuser ou se divertir. Quelqu'un le fait pour le fun, pour jouer avec ses amis. L'autre option, il y en a quand même plusieurs, mais la prochaine option, c'est pour soutenir une cause. Donc, peut-être il y a une organisation communautaire ou une équipe sportive communautaire qui fait en sorte des différentes activités de billets 50-50, comme exemple, ou des tirages au sort où ce qu'on va acheter un billet, puis là, l'argent qui est en train d'être collectionné au travers du match, mais la moitié, ça va directement à l'équipe, l'autre moitié, ça va au gagnant. Il y a aussi l'excitation liée au risque qui peut attirer plusieurs individus. Même chose pour l'élément de compétition. C'est peut-être quelque chose que les personnes veulent ressentir. Chasser le stress, c'est un autre exemple aussi, ou même le désir d'évasion. Donc, s'il y a quelque chose qui est arrivé dans notre vie, on essaie de l'oublier. Il y en a qui sont peut-être attirés au jeu d'hasard comme manière d'éviter ces situations-là, ou peut-être fuir un problème. Donc, on est au courant que chasser le stress, le désir d'évasion, fuir un problème, c'est peut-être pas la meilleure chose ou la meilleure motivation, vu qu'on a quand même quelque chose qui va nous stresser lorsqu'on finit de jouer au jeu d'hasard. Donc, ça va peut-être créer un cycle où ce que chaque fois qu'on est stressé, chaque fois qu'on veut éviter quelque chose, on va retourner au jeu d'hasard. Puis ça peut causer certains problèmes aussi si on le fait à plusieurs répétitions. C'est aussi quelque chose que les personnes font pour gagner de l'argent. Ouais, vas-y, Mélisse. Pardon, Nick. On a Germaine qui vient du centre de santé communautaire Hamilton Niagara qui nous dit pour l'adrénaline. Et je trouve ça intéressant parce que j'ai eu cette réponse plusieurs fois aussi dans mes workshops. Oui, absolument. Donc, ça serait quand même quelque chose qui nous donne une certaine excitation, right? Une adrénaline comme qu'on vient de partager. Donc, c'est peut-être une autre raison aussi de pourquoi les personnes vont participer.
mais ça ne veut pas dire que c'est la seule raison. Ou même, c'est peut-être plus la raison pourquoi on a commencé. Peut-être il y a quelque chose d'autre qui a changé, puis maintenant, nos motivations, ils ont changé un petit peu. Donc, les motifs qui poussent les gens à jouer au début ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui les incitent à continuer à jouer. Donc, peut-être on a commencé à jouer avec nos amis pour s'amuser, se divertir, puis là, on réalise, ah, c'est quelque chose que je peux faire pour éviter le stress. Mais là, c'est la seule réponse qu'on a à chaque fois qu'on est rendu stressé. Puis encore une fois, comme j'avais dit, celui-là, ça peut être un peu plus problématique comme raison, vu qu'on n'est pas en train de gérer notre stress, on n'est pas en train d'adresser qu'est-ce qui nous dérange. Maintenant, je veux juste aborder le sujet de la stigmatisation et les jugements. Puis la question que j'ai pour vous autres, ça va être, avez-vous déjà été jugé et qu'est-ce que vous avez ressenti? Maintenant, je ne vais pas vous demander de partager un exemple de ce qui est arrivé dans notre vie, mais peut-être faire une petite réflexion pour essayer de se rappeler de situations où on est jugé, puis comment on se sentait. Vous pouvez partager ces réponses-là, ces émotions dans la boîte de chat. Puis peut-être, Mélisse, tu pourrais partager un exemple aussi avec les participants. Si vous avez quelque chose, ou il y a quelque chose, je sais qu'on a discuté quelque chose il y a quelques semaines, mais y avait-il une instance où on s'est fait juger, puis on a ressenti quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'effectivement, être jugé, c'est quelque chose que on a tous pu, ou en tout cas la majorité d'entre nous a pu connaître. Personnellement, il y a quelque chose qui m'est arrivé euh, j'avais environ 14 ans. Euh, dans mon école, on devait choisir entre... euh, j'apprenais le français et l'anglais, évidemment, et je devais choisir une autre langue à apprendre. Et les langues les plus populaires dans mon école, c'était l'allemand et l'espagnol, et moi, j'avais choisi l'italien. Et donc, j'étais la seule de mes amies à avoir choisi cette langue. Donc, j'étais dans la classe italien et j'étais toute seule, la seule de mon groupe d'amis. Et comme j'étais timide, j'avais du mal à aller vers les autres. C'était quelque chose de difficile pour moi à cette époque de parler aux autres. Et donc, je sentais le regard des autres et sentais un peu de jugement de leur part. Et donc, dans cette classe, finalement, j'étais moins confiante, j'étais un peu triste et j'avais du mal dans cette classe d'italien et à apprendre l'italien parce que je pensais à ce jugement et je me sentais seule. Donc voilà, c'est un exemple de ressenti qu'on peut avoir. Évidemment, tous les ressentis sont différents. Mhm. Oui, vous avez absolument raison. Donc, c'est possible qu'on a tous des différents sentiments, mais la plupart du temps, lorsqu'on est jugé, on a des sentiments de tristesse, on perd un peu la confiance, on peut se sentir un peu fâché, un peu déprimé aussi. Comme tu avais partagé, on se sentait un peu seul lorsqu'on se retrouvait dans cette situation-là. Puis c'est quand même quelque chose que plusieurs personnes peuvent ressentir si jamais on est jugé ou si jamais il y a quelque chose qu'on se fait moquer peut-être de notre apparence ou peut-être même notre habileté de discuter dans certaines langues. Puis ça peut nous faire quand même un peu furieux, un peu agacé. Mais là, de l'autre côté, j'aimerais aussi demander, avez-vous déjà jugé quelqu'un et que pensez-vous qu'il a ressenti? Donc, lorsque j'ai demandé de penser aux sentiments que nous autres, on sentait, maintenant, je vous demande de l'autre côté de penser aux sentiments que quelqu'un d'autre va ressentir si on pose des jugements. La plupart du temps, ça va être les mêmes sentiments. Les mêmes sentiments de tristesse, d'être moins confiant, peut-être jugé, on se sent déprimé, encore une fois, agacé, vexé, un peu faible. C'est quand même les mêmes sentiments des deux côtés. Donc, faut se rappeler que lorsque nous jugeons quelqu'un, il ressent la même chose que nous lorsque nous sommes jugés. Donc, c'est vraiment important d'éviter ce cycle de langage jugemental, de agacer, d'essayer de éviter quelqu'un à cause d'une certaine situation ou de juger à cause d'une certaine situation, parce qu'on va ressentir, eux autres, excuse-moi, ils vont ressentir la même chose que nous autres lorsqu'on est jugé aussi. Puis ça nous amène à la prochaine partie de notre présentation qui va être de discuter un peu la stigmatisation. Puis là, sinon, s'il y en a qui ne sont pas au courant comment définir ce mot ou c'est quoi, mais dans le fond, on l'a emprunté ce mot-là du grec ancien. Puis ça faisait référence à un tatouage ou à une marque qui était sur la peau, soit des criminels, des personnes esclavées, des traîtres de la ville, pour les identifier comme quelqu'un de différent ou une personne fautive
qui ont peut-être une moralité douteuse. Donc ça, c'est l'origine. Mais aujourd'hui, pour le sens moderne du terme, on ne fait pas vraiment marquer des personnes ou faire des différents tatouages pour faire certain qu'on est capable de les identifier. Mais peut-être maintenant, c'est plutôt une marque invisible qui est basée sur certains stéréotypes ou des fausses informations sur certaines personnes ou un type de personne. Donc, c'est là que c'est toujours quelque chose qui peut être une marque de honte ou de discrédit. Donc, il faut juste considérer comment que ça a changé au travers des temps. C'est plus une marque physique ou permanente, mais maintenant, on est au courant du fait que ça peut être quelque chose d'invisible, que tout le monde pourrait ressentir d'une manière ou de l'autre. Puis il y a des différents types aussi de stigmatisation. Soit au début, on peut ressentir un peu de stigmatisation sociale. Si nous autres, on pense qu'en avouant qu'on a certains troubles, qu'on a certaines difficultés, peut-être les personnes autour de nous vont nous voir d'une manière différente, vont nous juger comme quelqu'un de différent qu'eux autres. Même chose pour la stigmatisation structurelle, mais plutôt que ce soit avec les amis, c'est même maintenant avec les professionnels qu'on est en train d'interagir ou peut-être les médecins, les personnes qu'on demande de l'aide, on a peur qu'eux autres, ils vont nous juger pour nos problèmes, pour nos difficultés. Puis là, ça peut aussi causer une certaine stigmatisation de soi, où on commence à être concerné des jugements des autres. On va commencer à penser que les termes négatifs qu'on est associés avec, ça nous définit comme personne. Puis là, ça peut venir plus d'un sens interne que les personnes autour de nous. Puis la stigmatisation, comme j'avais dit au début de la présentation, il y a quand même un processus de sa création où ce que ça commence un peu avec de l'étiquetage, où ce que on va identifier quelqu'un ou on va parler de quelqu'un comme s'il était leur problème. Donc, pour l'étiquette de joueur problématique, on va dire, mais on va maintenant plus voir la personne comme individu, on va maintenant seulement la voir comme un joueur problématique ou comme un dépendant, comme quelqu'un avec des problèmes. Mais ça peut causer aussi des stéréotypes. Donc, c'est la prochaine étape pour le processus de création de la stigmatisation. Après qu'on donne quelqu'un une étiquette, ben, il y a tout plein de stéréotypes qui vont venir avec. Pour l'exemple de joueur problématique, on va maintenant peut-être les traiter comme quelqu'un de compulsif, irresponsable, avec une faible maîtrise de soi. Puis ça peut encore une fois créer à la séparation de nous autres contre eux, où ce qu'on va les voir comme une type de personne à l'extérieur de la norme. C'est maintenant que ça peut causer des sentiments de faible estime de soi, peut-être d'anxiété, peut-être un sentiment de honte et de culpabilité à cause de tous les stéréotypes qui sont maintenant attachés à notre caractère. Par la suite, ça peut tomber dans la discrimination, où ce qu'on va peut-être penser moins à propos de quelqu'un. On va peut-être avoir des instances d'intimidation ou d'éviter un certain individu juste à cause, ça a commencé avec l'étiquette de joueur problématique. Par la suite, le stéréotype de tous les différents adjectifs ou les différents mots qu'on a attachés comme compulsif, irresponsable, les choses on vient de discuter. Par la suite, on a la séparation, puis là, la discrimination. Donc, c'est là que ça peut quand même être le processus qu'on a en question. Maintenant, une autre question que vous pouvez passer votre réponse dans la boîte de chat, puis ça va être qui entre ces individus qu'on a sur le slide en ce moment, la diapositive, qui, selon vous, ont des troubles de santé mentale, peut-être des troubles de jeu de hasard, peut-être des problèmes de consommation de substances. Donc, on va juste vous demander, on va donner quelques instants pour partager qui d'entre eux vous pensez qui ont ces types de problèmes-là. Donc, soit vous pouvez écrire le numéro 1 jusqu'au numéro 15, à identifier quelques-uns si vous voulez, en plus du problème que tu penses qu'ils sont en train de vivre avec. Mais juste encore une fois, de partager ces réponses dans la boîte de chat. Y avait-il des réponses que les personnes ont partagées, Mélisse? Il y a juste une personne qui a dit on ne peut pas savoir. Euh, Cela pourrait être n'importe qui parmi eux. On ne peut pas savoir qui a des problèmes. Oui, exactement. Puis dans le fond, ça, c'était le point de notre activité en ce moment. C'est juste pour montrer qu'il n'y a pas un certain type de personne, il n'y a pas une manière de savoir qui a ces problèmes-là.
N'importe qui peut être concerné par des problèmes de santé mentale, le jeu problématique, la consommation problématique des substances. Il n'y a pas une type de personne, il n'y a pas une manière d'identifier juste au regard qui aurait ces types de problèmes-là. Donc, très bien répondu pour ceux qui ont partagé sa réponse. Dans le fond, c'est peu importe l'âge, peu importe le genre, la culture, l'éducation, le revenu, le statut social, il peut avoir ces types de problèmes-là. Ce n'est pas unique à une type de personne ou une catégorie de personnes. Maintenant, on va passer à travers quelques histoires de rétablissement. Puis, on va essayer de lire des histoires soit de Chantal, de Yacine, de Kevin, de Carole. On va placer les liens pour leurs histoires dans la boîte de chat. Puis, vous pouvez sélectionner celui qui va tomber soit pour la première lettre de votre prénom. Donc, il va y avoir un peu plus de détails dans la boîte de chat. Mais Lise, si tu pourrais juste les donner, les liens aux participants. Puis ils vont être capables de voir pour les personnes avec un nom de famille ou un prénom, je crois bien. On va commencer avec le nom de famille. Donc la lettre qui commence votre nom de famille, soit de A à D, vous faites lire l'histoire de Chantal. Par la suite, les personnes avec un nom de famille ou souvent avec leur nom de famille qui commence avec soit un E à I, vous faites lire l'histoire de Yacine. Pour les personnes avec un nom de famille qui débute avec la lettre G à M, on peut lire l'histoire de Kevin. Puis là, pour les personnes avec un nom débutant avec la lettre N jusqu'à la lettre Z, vous pouvez lire l'histoire de Carole. Puis on va vous donner une instance pour lire les histoires comme en tant qu'individu, mais on essaie de trouver tout le long c'est quand et pourquoi le problème a commencé. C'était quoi les effets négatifs du problème sur la vie de l'individu, soit Chantal, Yacine, Kevin ou Carole? C'est quoi les signes avant-coureurs que ça a pu développer dans un problème? Puis c'était quoi les défis liés à la recherche de l'aide? Puis finalement, c'était quoi le processus de traitement et de récupération? Donc, on devrait avoir les différentes liens pour les histoires dans la boîte de chat. Puis vous avez à sélectionner celui qui correspond avec la première lettre de votre prénom. Oui, vous avez tous les liens et vous avez seulement à cliquer. Non, ça vous envoie sur la photo et l'histoire de chaque personne. Parfait. Puis pendant que vous êtes en train de lire, on va essayer de ne pas vous déranger. Je sais que ça va peut-être sembler un peu bizarre qu'on n'est pas en train de dire quelque chose, mais on veut juste vous donner la chance de lire un petit peu l'histoire, puis là, ramener tous les 5 points qu'on aimerait discuter que vous avez sur la diapositive en avant de vous aussi. Donc, on va être capable de voir c'était quoi les problèmes, c'était quoi les effets négatifs, c'était quoi les défis liés à la recherche d'aide, puis finalement, c'était quoi le traitement et la récupération. Donc, on va juste démontrer les histoires de qui on est en train de lire en ce moment. Donc, on a l'histoire de Chantal qui a 21 ans, puis elle était étudiante au moment qu'elle nous a donné cette histoire, ou elle a partagé cette histoire. Elle avait sa famille qui composait son frère, elle avait une sœur, elle avait ses parents aussi. Puis là, on avait aussi l'histoire de Yacine, qui était un étudiant au secondaire, puis il habitait avec sa mère, puis il avait 17 ans au moment qu'il a partagé cette histoire. Carole était enseignante à la retraite de 67 ans, puis elle avait une maîtrise en éducation, et puis sa famille composait ses fils, elle avait des frères et elle avait des sœurs aussi. Pour Kevin, il avait sa mère dans sa vie, puis il avait 23 ans, il était artiste, puis il avait un diplôme des études secondaires. Donc, pour ceux qui étaient capables d'avoir accès aux histoires, encore une fois, Gautreau, on s'excuse qu'on a eu des troubles avec ces liens. Mais dans le fond, pour l'histoire de Chantal, on a peut-être vu que, elle avait des troubles d'anxiété, de la dépression depuis qu'elle a obtenu son diplôme d'études secondaires. Elle ne connaissait pas vraiment comment s'adapter à l'université, puis elle ressentait une forte pression ainsi qu'un sentiment de confusion vu qu'elle a commencé. Donc, c'est là que ces problèmes ont débuté.
Pour Yacine, excuse-moi, c'était lorsqu'il a découvert qu'il pouvait acheter des skins dans son jeu vidéo préféré, il a découvert cette possibilité-là à 14 ans. Puis là, il a gagné son premier pari avec 2 dollars, puis il sentait comme il avait gagné, il avait trouvé une manière de tout le temps gagner de l'argent. Puis là, peu à peu, il a parié avec des plus grosses sommes d'argent, puis il a essayé de gagner encore plus fréquemment. Puis là, pour Carole, juste pour encore donner un peu plus de contexte pour ceux qui n'ont pas eu la chance de lire, elle était retraitée, puis elle avait l'habitude de voyager avec son mari. Mais là, elle a commencé à jouer au casino pour se divertir après le décès de son mari. Donc, elle était vraiment triste, elle se sentait seule. Elle tournait vers les jeux d'hasard comme divertissement. Pour Kevin, qui était un enfant unique, il y avait du trouble à trouver sa place en tant qu'individu avec ses amis. Donc, il a commencé à faire la fête pour être accepté. Puis là, il a commencé à fumer du cannabis. Puis là, ça a commencé à lui donner la motivation d'expérimenter avec d'autres substances. Puis là, si on s'amène aux effets négatifs de ces problèmes, de ces difficultés-là, ben pour Chantal, elle évitait de dire ce qu'elle se ressentait. Elle a arrêté d'aller en cours et elle s'est complètement isolée des personnes autour d'elle. Pour Yacine, il a obtenu un emploi à temps partiel, puis son salaire, à chaque fois qu'il se faisait payer, il disparaissait en moins de 30 minutes parce qu'il pariait sur son jeu vidéo, puis il est tombé endetté de 3 000 dollars au moment de son témoignage, de cette histoire qu'il a partagée. Puis là, Carole, elle a commencé à parier sur les jeux d'hasard, sur des jeux en ligne par les réseaux sociaux. Donc, elle était maintenant, elle commençait à s'isoler, ne plus sortir dehors. Puis elle commençait aussi à mentir à sa famille à propos de ses habitudes. Donc, elle cachait un petit peu les habitudes qu'elle est en train de développer, peut-être les habitudes problématiques qui sont associées avec certains jeux de hasard ou qui peuvent être associés avec les jeux de hasard, je devrais dire. Puis là, Kevin, il était devenu dépendant à d'autres drogues, tu sais, avec l'expérimentation qu'il faisait. Il était rendu vraiment attaché à ces différentes substances. Puis là, il y a eu des troubles de consommation. Puis il commençait à se douter aussi. Il commençait à détester la personne qui était à cause de sa dépendance aux substances. Donc ça, c'était juste certains effets négatifs, certains signes avant-coureurs qu'on aurait pu voir lorsqu'on lit ces histoires-là. Mais ça nous amène aussi aux défis qui étaient liés à la recherche d'aide. Donc, ce n'est pas tout le temps vraiment facile de demander de l'aide, de se retrouver avec un service de soutien. Ce n'est pas facile d'avoir ces étapes de rétablissement, mais il peut avoir des succès après ces difficultés. Donc, on a vu que Chantal, elle était orientée vers un psychologue qui a diagnostiqué dépressif. Puis au début, elle se sentait un peu offensée, mais là, elle s'est finalement sentie un peu soulagée parce qu'elle savait comment adresser ses problèmes. Elle a pu reconnaître c'était quoi le problème qu'elle avait des difficultés avec. Pour Yacine, il a commencé à consulter un conseiller d'orientation à son école secondaire pour comprendre c'était quoi son addiction aux jeux vidéo, comment que j'ai pu développer ses habitudes problématiques. Pour Carole, c'était plutôt son fils qui a pris des étapes pour elle, puis il était inquiété à propos de son bien-être. Donc, il est allé à un rendez-vous avec un conseiller sans qu'elle soit présente. Il a pu trouver quelques informations, puis connaître c'est quoi les prochaines étapes qui pourraient aider sa mère avec. Kevin, il a assez un total de 7 programmes de traitement, plusieurs sont de désintoxication, excuse-moi. Puis il a passé 113 jours en prison pour avoir violé les conditions de sa probation. Donc, quand même des difficultés, mais on peut voir aussi qu'il y avait quelque chose d'autre qu'il pourrait essayer. Il avait essayé de refaire toujours les mêmes erreurs, il avait besoin d'un nouveau départ. Donc, il voulait continuer à essayer de se rétablir. Pour Chantal, elle a commencé à suivre une thérapie, puis maintenant, aujourd'hui, elle est en train de faire du bénévolat pour animer des présentations sur la santé mentale. Donc, elle aide la communauté autour d'elle pour partager son histoire, puis soutenir les autres qui ont peut-être des problèmes semblables. Yacine il était orienté vers Game Quitters, qui était une chaîne YouTube et un forum communautaire pour surmonter l'addiction au jeu. Ça lui a appris qu'il n'était pas tout seul, qu'il y avait d'autres personnes avec ces problèmes-là, puis il connaissait les prochaines étapes à prendre pour rétablir des habitudes de santé.
Carole elle a adopté un chien grâce à son fils. Puis elle a réalisé que prendre soin du chien lui a amené à rendre visite à d'autres gens, à passer du temps dehors, à sortir de son isolement. Donc, elle a sorti, elle s'est fait plus d'amis, elle n'était plus juste engagée avec les jeux de hasard, elle faisait d'autres activités. Pour Kevin, il est entré dans un programme de traitement et il est maintenant sobre depuis 9 mois. Donc, il a finalement trouvé celui qui fonctionne pour lui, vu qu'il n'y a pas juste une méthode qui va fonctionner pour tout le monde, ça dépend vraiment de l'individu. Puis maintenant, il travaille comme coach en rétablissement, puis il est capable d'aider d'autres personnes qui se retrouvent peut-être dans la situation de Kevin. Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose dans vos histoires, que vous avez vu quelque chose. Mais maintenant, j'aimerais vous demander, y a-t-il quelque chose qui vous a surpris dans l'histoire que vous avez lue ou dans les histoires que je viens d'expliquer ou de donner quelques détails là-dessus? Mais Elise, je sais qu'on a vu ces histoires à quelques reprises avec notre travail, mais y avait-tu quelque chose qui t'a choqué la première fois que tu avais lu une de ces histoires-là? Alors, d'abord, au-delà de la surprise, une histoire qui m'a beaucoup touchée, c'était celle de Carole. Carole, elle a été maîtresse d'école, institutrice pour l'ensemble de sa vie. Et elle a passé l'ensemble de sa vie à prendre soin des autres. Même, elle a passé 5 ans de sa vie à soigner son mari, qui malheureusement est décédé. Et donc, elle avait plus ça, elle avait plus personne vers qui elle pouvait prodiguer des soins. Et donc finalement, c'est ce qui l'a entraîné vers une addiction, mais c'est aussi ce qui l'a sauvée. C'est en prenant soin de son chien, comme elle a pu prendre soin de personnes toute sa vie, qu'elle a pu s'en sortir. Et une autre chose qui était à la fois surprenante et puis encourageante, c'est l'histoire de Kevin. Euh, Kevin l'a essayé 7 fois. 7 fois, c'est beaucoup, mais il s'est jamais découragé et il a toujours repris cette force de réessayer, réessayer, réessayer et il a réussi. Et ça, c'est vraiment très encourageant. Et ça montre vraiment que finalement, il n'y a jamais plus d'espoir. Il y en a toujours un petit peu, même quand on pense avoir tout essayé. 7 fois, c'est beaucoup, mais à la 8e fois, il a réussi. Et ça, c'est vraiment très touchant et génial. Ouais, ouais, très bien dit. Puis moi, je pense aussi, juste pour partager de mon point de vue, je pense que les différentes histoires, c'est vraiment pour montrer que toutes les méthodes de rétablissement sont différentes, sont uniques. Puis ça reste la même chose en vraie vie aussi. Tout le monde a des différents parcours pour trouver de l'aide, pour rétablir une vie en santé, mais c'est quand même possible pour tout le monde. Donc, c'est juste quelque chose à se rappeler que même si toutes ces histoires-là sont différentes, ils étaient tous capables de trouver une méthode ou trouver un processus qui peut fonctionner pour eux autres. Donc, encore une fois, si vous voulez partager quelque chose qui vous a surpris, vous pouvez le placer dans le chat, mais on va juste avancer à la prochaine diapositive, mais écrivez vos réponses dans le chat si vous voulez. On veut juste faire un petit rappel que c'est vraiment important que tout le monde a une carrière, a du travail unique, un certain niveau d'éducation, une famille, des intérêts, des activités qu'ils aiment faire, des buts, des rêves, des espoirs. Donc, il faut vraiment se rappeler que c'est important de voir les personnes dans leurs ensembles, puis ne pas juste les définir par leurs problèmes ou leurs dépendances. Tu sais, il faut reconnaître qu'ils ont toutes des différentes habiletés, toutes des différentes euh, choses qu'ils peuvent partager avec nous autres, mais c'est vraiment important de ne pas juste les voir comme s'ils étaient leur problème ou leur dépendance. Puis maintenant, on a une question à choix multiple. Puis ça va être quelle tranche d'âge démographique est plus exposée au risque de développer des problèmes de jeu? Puis Mélie, je ne sais pas si on a un poll disponible pour cette question-là, mais s'il y en a une, on va la lancer en ce moment, puis vous pouvez placer vos réponses dans le poll. Ok, alors on a 40% qui pensent que les adolescents sont les personnes les plus exposées. Ah.
Ça a changé. Maintenant, on a 50% des personnes qui pensent que les adolescents sont les plus exposés. 50% pensent que c'est les jeunes adultes qui sont le plus exposés. 17% pensent que les adultes sont le plus exposés. Et 33% pensent que ce sont les personnes âgées de 65 ans et plus. OK, donc quand même des différentes réponses. On a peut-être choisi quelques-unes aussi. Mais là, on peut juste voir, comme vous pouvez voir, on vient de partager les différentes réponses. Donc, vous pouvez faire un petit de référence. Mais là, on va révéler c'est quoi la bonne réponse. Puis ça va être les adolescents et les jeunes adultes. Ces deux groupes-là sont beaucoup plus susceptibles de développer des problèmes de jeu comparés aux adultes. Puis c'est parce que du développement du cerveau qui est en train de se prendre place entre les âges de 15 à 25 ans. Donc, avant que notre cerveau est complètement développé, on a un peu de trouble à contrôler nos impulsions. On a la tendance de chasser le plaisir, chasser certains prix. Puis lorsqu'on comprend comment que les jeux d'hasard ils fonctionnent, où il y a un élément de chance, il y a la possibilité de gagner quelque chose, on va vraiment être attiré à ces types de victoires. On va juste go, 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 go. On va jamais apaiser les freins. On va juste continuer à chasser le plaisir, continuer à chasser ces victoires. Donc, c'est là pourquoi qu'on dit que les adolescents, puis les jeunes adultes, ils ont vraiment plus de tendance à développer ces types de problèmes-là. Puis c'est même avant l'âge qu'on peut participer aux jeux traditionnels, comme qu'on a vu au début de la présentation. Donc, c'est peut-être parce que des machines à griffes, des paris virtuels dans nos jeux vidéo, les coffres en jeu, les choses comme ça crée cette habitude. Puis là, ça devient un peu plus problématique lorsque notre cerveau est encore en développement. Puis par rapport aux adultes, les jeunes ontariens âgés de 14 à 18 ans sont plus de 5 fois plus susceptibles de développer des problèmes de jeu sévères. Mais il faut se rappeler de ne pas poser des jugements, de plutôt essayer d'éduquer ces groupes de personnes-là, utiliser un langage positif aussi pour juste faire certains qu'ils n'ont pas honte ou ils n'ont pas peur d'avouer qu'ils ont ces types de problèmes-là, même si c'est avant l'âge légal de participer aux jeux traditionnels. Puis là, on va passer à mon activité préférée que j'aime vraiment faire avec les différents groupes de participants. Ça va être l'activité de papier. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va juste vous demander de vous retrouver un petit morceau de papier, un petit bout de papier. Vous faites déchirer n'importe quoi. Peut-être que vous avez des sticky notes autour de vous. Mais dans le fond, on a juste besoin d'un coin de papier. Moi, j'en ai un en ce moment. On ne peut pas vraiment le voir à cause de mon profil, mais j'ai un petit morceau de papier avec moi. Donc, lorsque vous êtes capable de vous retrouver avec un morceau, on va poser trois questions. Puis à chaque fois qu'on répond oui à une de ces questions-là, on va froisser notre papier. OK? On va essayer être honnête avec les réponses aussi. Il n'y a personne qui est là pour vérifier, mais dans le fond, on veut juste que vous froissez le papier si vous disiez oui, si vous répondez oui aux questions suivantes. Puis là, la première question, vous êtes-vous senti jugé par un commentaire d'un ami? Si la réponse est oui, on va froisser notre papier. Là, la prochaine question, c'est avez-vous déjà été blessé par les paroles de quelqu'un d'autre contre vous? Encore une fois, si vous répondez oui, on va froisser le papier. Et là, la troisième question, c'est un membre de votre famille a-t-il déjà dit quelque chose qui vous a vexé? Si la réponse est oui, comme moi, vu que j'ai un grand frère, ben on va froisser notre papier. Et là, par la suite, peut-être ça ressemble à quelque chose comme ça, juste un petit bout de papier. Ouais, Mélie, ça ressemble un peu la même au mien. Oui, Euh, un tout petit. un petit cercle, right? Une petite sphère, excuse-moi. Donc, on va juste essayer d'ouvrir le morceau de papier. On va essayer de le lisser, puis on va présenter nos excuses. Donc, on va s'excuser pour l'avoir froissé trois fois de suite, ou peut-être des différentes montants. Peut-être on l'a juste froissé une fois. Peut-être on ne s'est jamais senti juger, donc notre papier est complètement la même de quand on a commencé. Mais le mien, après que je me dis je m'excuse, papier, dans le fond, y a-t-il quelque chose que vous remarquez à propos de votre papier? Donc, je vais vous donner une instance juste pour peut-être partager le résultat de cette activité dans la boîte de chat. Si vous remarquez quelque chose à propos de votre papier, après qu'on s'excuse, après qu'on essaie de le lisser. Bon, en tout cas, mon papier, j'ai eu beau m'excuser ou le lycée, il est toujours
Il est toujours pas très très droit et pas très très lisse. Ouais, donc il y a quand même les mêmes plis. Ouais, les plis ils restent sur le papier. Ça change pas juste parce qu'on s'excuse, juste parce qu'on essaie de le lisser. Il y a quand même tous les impacts de chaque fois qu'on l'a froissé. Donc, cette activité-là, c'est juste quelque chose de quand même assez simple, mais ça nous montre que, on doit réfléchir aux mots qu'on utilise, puis que les mots, ils ont de l'importance. Il y a vraiment un gros pouvoir avec les mots qu'on utilise. Ils peuvent avoir un impact durable sur les individus. Puis c'est plutôt important de décrire la situation à la place de placer quelqu'un dans une catégorie. On veut poser des questions à la place de poser des jugements ou de faire des suppositions sur un individu. Donc, juste cette activité, comme on l'avait dit, c'est vraiment, vraiment simple. Mais à la place de juste poser des jugements, on veut essayer de faire référence directement à la personne à la place de définir les personnes uniquement par leurs problèmes ou leurs dépendances. Même chose, c'est vraiment important de s'informer, de poser des questions à la place d'avoir une attitude de jugement. Puis faire certain de parler de la stigmatisation pour que c'est quelque chose qu'on est confortable à discuter à la place de à participer au maintien des stéréotypes et des jugements. Il faut faire certain de favoriser ces échanges ouverts pour que les personnes soient confortables de demander de l'aide, de poser des questions avec quelque chose qui les dérange un petit peu. Puis de l'autre côté, on veut éviter de gêner une personne en exposant ou en jugeant ses difficultés. OK? Parce que c'est possible qu'à un moment donné, on a un certain trouble, mais on ne veut pas juste penser que nous autres, on est notre problème. Mais si on utilise un langage négatif ou rempli de jugement, bien, les personnes, ils vont juste avoir peur d'avouer qu'ils ont un certain problème. Ils ne vont pas vouloir demander de l'aide vu qu'il y a la peur du jugement. La prochaine chose qu'on aimerait discuter, c'est le continuum. C'est quelque chose qu'on fait en référence au jeu, aux problèmes de dépendance ou de consommation. Puis il y a vraiment des différents étages à travers le continuum. Soit à la première étage qui va être aucune utilisation, où on choisit de jamais consommer des substances, de jamais jouer des activités de hasard, des jeux de hasard, je devrais dire. Puis là, il y a aucun effet négatif vu qu'on le fait aucunement. La deuxième étape ou le deuxième stade, c'est l'utilisation à faible risque, où on participe à certains loisirs, on participe de manière récréationnelle pour le divertissement avec les jeux de hasard. Puis il y a peu d'impact négatif vu qu'on a des stratégies de réduction des méfaits en place, soit des limites d'argent, des limites de temps. On est en train de contrôler notre utilisation. Puis là, la troisième étape, le troisième stage, excuse-moi, ça serait l'utilisation risquée problématique. Puis c'est là que ça peut devenir un peu plus problématique avec un impact négatif sur le travail, l'école, notre santé mentale, notre santé physique, puis même aussi sur notre relation sociale. Puis là, la dernière étage ou la dernière stage, c'est l'utilisation dépendante, ou ce qu'on a peut-être un trouble de jeu ou un trouble lié à l'usage des substances. Puis c'est là que ça devient plutôt un comportement problématique, persistant et récurrent. Mais juste parce qu'on se retrouve dans l'utilisation de dépendance, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner à aucune utilisation ou à l'utilisation à faible risque. Les gens peuvent évoluer dans un sens ou l'autre sur ce continuum, sur ces niveaux-là. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop tôt pour demander de l'aide et apprendre davantage sur les risques et les choix de vie. Donc, c'est juste pour dire que juste parce qu'on se retrouve sur le stade 3, l'utilisation risquée problématique, ça ne veut pas dire qu'on est pris là pour le reste de nos jours. On peut retourner à l'utilisation à faible risque. On peut retourner à aucune utilisation pour éviter les effets négatifs. Même chose si on se retrouve sur l'étage l'utilisation dépendante. On peut retourner à l'utilisation à faible risque aussi pour faire certain qu'on a établi des limites, on a fixé des limites en place aussi. Maintenant, je vais passer à Mélisse pour discuter un peu à propos des signes de problème, soit avec les problèmes, plutôt avec les problèmes de jeu d'hasard, mais aussi quelque chose qui peut être un exemple des problèmes pour les autres difficultés qu'on est en train de vivre avec. Merci, Nick. Alors, d'abord, ce qui est important de savoir, et on l'a vu avant, mais c'est que
les problèmes de jeu, ils peuvent affecter n'importe qui. Ça, on l'a vu, vous l'avez vu sur le tableau. On ne peut pas savoir qui va être affecté ou non. Et c'est très important de savoir également que tout le monde va être affecté différemment. Il n'y a pas une seule façon d'être affecté, mais il y en a des tas. Là, je vais vous donner une petite liste de signes de problème. Euh, Certains vont être affectés d'une telle manière et d'autres vont être affectés d'une autre. Donc, un des premiers signes de problème d'addiction au jeu, ça va être de penser constamment au jeu, d'avoir constamment à l'esprit, ah, et si je jouais? Ah, ouais, mais là, je risque de perdre du temps pour jouer. Ça va être également de dépenser plus de temps ou plus d'argent que on peut se permettre. Par exemple, si on pense de nouveau à Yanis qui était endetté, qui a dépensé trop d'argent. Et si on pense à Carole, elle passait trop de temps, elle se coupait du monde. On peut aussi, un des signes de problème, ça va être d'avoir du mal se contrôler, d'arrêter de se réduire. Certaines fois, on peut dire, ah bah oui, j'ai un petit peu exagéré. Bon ben, pendant 3 semaines, un mois, je vais plus jouer comme ça. Voilà, je vais un petit peu me refaire, avoir de nouveau de l'argent. Si on a du mal à avoir ce genre de réflexion, peut-être que on a peut-être un problème. Ensuite, un signe important, ça va être si on va commencer à jouer davantage seulement pour rattraper ses pertes ou alors pour se sortir de difficultés financières. Donc si euh, on a trop joué, on de dire non, j'ai déjà perdu 50 dollars, je peux pas m'arrêter là, il faut que je rattrape mes 50 dollars, peut-être que c'est assez inquiétant. Ensuite, si on va emprunter de l'argent, ou même vendre des choses afin d'obtenir de l'argent seulement pour jouer, là, on est déjà dans une certaine difficulté financière. Si on va négliger sa famille, ses amis, son travail, même ses besoins personnels seulement pour jouer, ça va être aussi un signe inquiétant, comme on l'a vu pour Carole, par exemple, qui négligeait sa famille. Si on commence à changer ses habitudes de sommeil, par exemple, pour pouvoir jouer, je pense par exemple aux paris en ligne où on va peut-être moins dormir pour pouvoir parier plus, où on va changer son alimentation. Si on va changer d'humeur, si on va devenir irritable parce que on perd, parce qu'on ne peut pas jouer, tout ça c'est des signes de problème. Alors, s'il y a un signe, ça ne veut pas forcément dire que on doit s'inquiéter, mais quand même, peut-être y réfléchir. Donc ça, c'est des signes pour vous, mais aussi pour les personnes que vous suivez, pour vos amis. C'est des signes qui sont importants à avoir en tête pour pouvoir essayer d'agir si besoin. Merci, Mélisse. Puis, comme tu viens de dire aussi, c'est peut-être quelque chose qu'on va à reconnaître dans quelqu'un proche de nous, de quelqu'un qu'on travaille avec, peut-être les clientèles avec qui qu'on travaille. Puis là, ça peut commencer la raison d'avoir une conversation avec eux autres, de comment discuter avec un langage non jugemental, comme qu'on avait dit à quelques reprises à travers, mais juste comment les introduire aux étapes pour se rétablir, comment qu'on peut fixer des limites, comment est-ce qu'on peut retourner à une vie en santé. Maintenant, on va juste passer à travers quelques différentes questions, soit vraies ou faux, ou choix multiples, mais on essaie de voir comment on peut briser la stigmatisation et découvrir les mythes et les réalités. Donc, la première question, puis on a un poll pour celui-là, on a un petit questionnaire, soit vrai ou faux, que vous pouvez répondre. Mais la question, ça va être le jeu est un choix et les gens peuvent arrêter de jouer à tout moment. Donc, Maëlys, elle vient de lancer un poll. Donc, s'il te plaît, juste répondez avec les deux options. Plutôt des personnes qui pensent que c'est faux. OK? Puis, la majorité, on a quand même la moitié réponse. Nous autres, on dit que c'est les deux, vrai et faux. Parce que au début, on a certainement l'option de décider si on veut jouer, si on veut commencer. Mais c'est possible que ça crée une certaine dépendance. Puis là, cette dépendance-là, ça peut empêcher les gens d'arrêter de jouer.
Donc, on a peut-être à continuer à participer, à développer ces types de problèmes-là à cause du sentiment d'excitation, à cause de l'adrénaline qu'on a mentionné au début de la présentation, qui nous garde sur le jeu, qui crée une certaine dépendance. Donc, c'est là pourquoi qu'on se dit, des fois, ça pourrait être vrai, mais ça pourrait aussi être faux, vu qu'on est peut-être pris, puis on a peut-être besoin de prendre de plus d'étapes que juste arrêter, vu que c'est rendu une dépendance. La prochaine question maintenant, encore une fois, une question à vrai ou faux, puis on va voir un poll qui peut être partagé dans quelques moments. Mais la question, ça va être la rechute est courante et fait parfois partie du processus de récupération. Donc, encore une fois, avec l'option vrai ou faux, vous pouvez juste répondre au questionnaire qu'on vient de lancer. Ok, alors là, on a 100% des personnes qui pensent que c'est vrai. OK, puis dans ce cas-là, on aurait raison. C'est quand même quelque chose assez commun qu'on peut voir dans le processus de récupération, avec environ 49% des personnes entrant dans la récupération pour la consommation vont tomber dans une rechute, puis 90% des personnes qui rentrent dans la récupération ou dans un certain mode de traitement pour les jeux de hasard. Mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. C'est juste une étape commune dans le processus de rétablissement. Ce n'est pas une raison d'arrêter d'essayer de se rétablir une vie en santé. Ça fait juste un processus, une étape du processus de rétablissement. La prochaine question qu'on a pour vous autres, encore une fois, vrai ou faux, ça va être la personne qui a un problème de jeu peut recevoir de l'aide et arrêter de jouer. Encore une fois, vrai ou faux, donc vous pouvez répondre avec le questionnaire qui vient d'être lancé. Ok, là, on a également 100% des personnes qui pensent que c'est vrai. Parfait. C'est quand même quelque chose qu'on a dit à quelques reprises à travers la présentation, mais tout le monde peut développer ces problèmes-là. C'est pas unique pour une type de personne, c'est pas indépendant de certaines caractéristiques, mais ça veut aussi dire que tout le monde peut récupérer. Tout le monde peut recevoir de l'aide, tout le monde peut se rétablir une vie en santé. Il y a peut-être des différentes méthodes à comment qu'on va se rendre à ce point-là, avec des différentes interventions basées sur des études qui peut aider les gens à reprendre une vie saine et en santé. Les choses qu'on peut faire, les services qui sont disponibles pour nous aider à nous rétablir, à avoir une vie en santé enrichissante encore, c'est peut-être avec certaines démarches personnelles. Donc, il y a juste quelque chose qu'on doit changer dans notre vie qui peuvent nous aider à se rétablir. Il y a peut-être aussi le soutien entre les pairs, donc demander entre des amis, avoir une communauté avec qui tu peux discuter nos problèmes. Des soutiens téléphoniques, comme pour les enfants, il y a Kids Help Phone. Il y a tout plein d'autres aussi qu'on va partager dans la prochaine diapositive. Il y a les ressources en ligne qu'on pourrait utiliser, ainsi que les thérapies externes ou les thérapies en résidence, qu'on va rester quelque part pour un montant de jours, un montant de semaines pour à nous aider à se rétablir. Il y a des aides financières qu'on peut utiliser pour une méthode de soutien. Des programmes d'auto-exclusion où ce qu'on va éviter l'accès aux jeux de hasard traditionnels. Même chose pour Mon Play Break, qui est quelque chose disponible dans les centres de jeux de hasard, dans les casinos. Vous pouvez vous excuser, vous sortir de la salle de jeu pour avoir une petite pause, pour discuter avec quelqu'un quelle sorte de difficulté on est en train d'avoir. Mais il faut juste se rappeler aussi qu'il y a peut-être la stigmatisation associée à demander de l'aide et aux formes de traitement. Donc ça, c'est pourquoi qu'on dit que c'est important d'éviter le langage avec des jugements, à éviter de poser des jugements sur les personnes, parce que ça peut causer une barrière à demander de l'aide, vu qu'il y a peut-être une certaine stigmatisation structurelle, comme qu'on avait discuté au début. La prochaine question, encore une fois, à choix multiple, mais ça va être quel pourcentage de personnes ayant des problèmes de jeu ont seulement des problèmes de jeu? Donc, il y a l'option A avec 3,7 %, l'option B avec 9,9 %, l'option C avec 22 %, puis l'option D avec 64 %. Alors, là, on a eu pas mal de réponses différentes. Donc, on peut voir que la majorité des gens pensent que c'est 9,9 ou 22%.
OK, donc quand même un bon écart sur les réponses. Mais on a réalisé que c'était juste 3,7% des problèmes qui ont un problème de jeu ont seulement un problème de jeu. Qui veut dire qu'il y a plus de 96% des personnes qui ont ces types de problèmes-là. Ils ont également quelque chose d'autre aussi. Peut-être l'anxiété, peut-être des troubles d'humeur, peut-être des troubles liés à la consommation. C'est rarement quelque chose qui est uniquement basé un problème de jeu. Maintenant, je sais qu'on est rendu à 1 heure maintenant, donc s'il y en a d'entre vous qui doivent quitter, on va envoyer une petite évaluation à vous autres, mais pour le reste, qui nous reste encore peut-être 2 minutes dans la présentation, merci beaucoup pour rester avec nous, pour juste passer à travers les dernières quelques diapositives. Mais là, la dernière question qu'on a pour vous autres, ça va être quel est le principal motif qui empêche les gens de demander de l'aide? Est-ce que c'est A, la stigmatisation? Est-ce que c'est la honte? Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que c'est le manque de connaissances? Alors là, on a également des réponses très intéressantes avec une majorité des personnes qui pensent que c'est la honte. OK. Puis dans le fond, on n'a peut-être pas la bonne réponse directement, mais on reconnaît que la honte et la peur, c'est le résultat de la stigmatisation. Donc, s'il n'y avait pas de stigmatisation autour des problèmes de jeu, personne n'aurait honte lorsqu'ils ont besoin de l'aide. Personne n'aurait peur des jugements s'il n'y avait aucune stigmatisation autour de ces problèmes-là. Donc, c'est ça pourquoi qu'on dit que ça serait le A, la stigmatisation, qui est dans le fond le sentiment qui va aussi augmenter la honte et la peur que les personnes peuvent ressentir. Donc, comment que nous autres, on peut réduire la stigmatisation liée aux problèmes de jeu? Ça serait de nous informer, d'informer les autres aussi, de choisir les bons mots, éviter un langage rempli de jugement, être gentil avec les personnes autour de nous qui ont peut-être un certain problème, écouter et demander s'il y a une manière qu'on peut les soutenir, qu'on peut les aider avec les difficultés qu'ils sont en train de faire face, puis être certain que c'est correct d'en parler de nos problèmes, de discuter avec les personnes autour de nous. Mais en conclusion, on aurait juste vous rappeler que tout le monde peut développer un problème de jeu. Les gens qui ont un problème de jeu ne sont pas différents que les autres. Ils ont des forces, ils ont des faiblesses et des sentiments aussi. C'est vraiment important de se rappeler que la stigmatisation peut amener certaines personnes à perdre l'estime d'elles-mêmes et éviter de demander de l'aide. Donc, il faut aussi juste les dire ou discuter avec eux autres qu'en suivant un traitement et avec du support, du soutien, les gens peuvent s'en sortir et mener une vie heureuse et enrichissante. On n'est pas pris dans notre problème. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour rétablir une vie en santé, puis rétablir des bonnes habitudes. Si vous êtes préoccupé par vos pratiques de jeu ou si vous connaissez quelqu'un qui a peut-être un des signes d'un problème qu'on avait discuté, ben, tu peux les diriger vers Connex Ontario, qui est un service de santé mentale, de dépendance. Puis ça va vous démontrer tous les services de soutien qui sont dans la région autour de vous autres. Jeunesse J'écoute, c'est quelque chose de disponible pour les jeunes. Allô, J'écoute pour les personnes en collège et dans les universités aussi, donc les élèves postsecondaires. Toutes les différents outils qu'on peut utiliser pour discuter nos problèmes, pour demander de l'aide et trouver certains services de soutien. Il y a aussi d'autres ressources qui seraient disponibles qui peuvent offrir plus d'informations sur la stigmatisation, sur des manières d'établir des vies enrichissantes en santé et rétablir des bonnes habitudes si jamais on développe certains problèmes. Ça va être la fin de notre présentation. Donc, je vous remercie tout le monde pour votre participation. Merci beaucoup, Maëlys, pour se joindre à notre présentation en tant que co-host. Puis encore une fois, vous allez recevoir une évaluation par courriel, puis l'enregistrement de cette présentation pour que tu peux le faire référence à n'importe quel moment donné dans votre futur ou dans votre carrière. Donc, encore une fois, je vous remercie toutes pour votre participation. Puis, Mélie, je ne sais pas s'il y avait quelque chose aussi que tu voulais dire aux participants. Merci beaucoup, Nick, pour cette présentation. C'était vraiment un plaisir et merci à vous tous pour votre participation. C'était très intéressant et enrichissant de partager avec vous. Parfait. Donc, on va juste terminer la présentation. On va fermer le webinaire. Mais merci encore une fois pour votre participation et pour vous présenter aujourd'hui.
OK? Donc, passez une belle fin de la journée, passez une belle après-midi. J'espère qu'il ne fait pas trop, trop chaud où vous êtes en ce moment, mais amusez-vous avec le reste de votre journée.